Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de The Softy Club. Je suis Louana et aujourd'hui j'ai décidé de parler d'un thème qui me tient particulièrement à cœur. C'est l'objectification de la femme et l'hypersexualisation de notre corps. C'est un sujet qui me tient à cœur tout d'abord parce que je suis une femme et aussi parce qu'au cours de ces dernières années j'ai déconstruit pas mal de choses concernant ce sujet. Et en discutant avec des amis et certains membres de ma famille, je me suis rendu compte que certaines idées qui maintenant pour moi sont des acquis et me paraissent logiques ne le sont pas. Et du coup j'ai décidé de faire un épisode pour parler un peu déjà de ce que c'est et à la fin je toucherai un peu à ce qui m'a aidé moi à me reconstruire par rapport à ça. Donc pour commencer, on peut définir ce qu'est l'objectification sexuelle. Ça, c'est un truc qui a été introduit par le philosophe Kant, où il explique que c'est le fait de réduire ou de limiter une personne à son apparence, à son corps. Et il s'accordait déjà à l'époque pour dire que c'était hyper déshumanisant, parce qu'en tant qu'être humain, en fait, on est beaucoup plus complexe que juste notre enveloppe corporelle. Mais voilà, ce qu'il disait, c'est que c'est vrai que c'était fréquent chez les femmes qu'elles soient objectifiées. Donc objectifier, ça vient du mot objet, clairement, et c'est de voir une femme comme un objet, comme quelque chose qui doit être beau, qui doit être observé et qui n'a pas vraiment de personnalité, qui n'a pas vraiment d'opinion, qui n'est pas hyper complexe en fait, qui est juste là et regardé. Voilà. Il y a un mot anglais qui a été inventé pour définir cette objectification, c'est le male gaze. Donc, littéralement en français, ça veut dire le regard masculin. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le male gaze est tellement intense d'un point de vue extérieur sur la femme qu'il devient le point de vue intérieur de la femme. Comment expliquer ? C'est un peu... Il y a une phrase de John Berger dans son livre « Voir le voir » et c'est l'homme observe et la femme se voit être observée. Je sais plus si c'est ça la phrase exacte, mais en gros c'est ça. Et donc c'est la définition exacte du male gaze. C'est le fait que la femme, tellement conditionnée avec les messages qu'elle reçoit de l'extérieur, que toute sa vision sur elle-même est aussi en ayant en compte le regard masculin ou donc cet idéal féminin qu'on lui impose finalement. Donc ça, c'est devenu la normalité, que la femme porte énormément d'importance à son corps et à son apparence. C'est quelque chose qui est extrêmement commun, pour ne pas dire limite qu'à moins que tu sois né dans une famille qui avait déjà compris ça de base et qui t'a donc élevé en ayant une nouvelle structure. De base, si tu nais dans une famille, on va dire lambda, et que juste tu grandis en tant que femme dans ce système, dans cette société, tu vas avoir cet idéal féminin et le fait que ton importance soit directement liée à ton apparence dans la tête. Tu grandis un peu avec ce système autour de toi et du coup, ça devient toi et ta vision aussi. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que du coup, on est clairement conditionné de cette manière. Et qu'à moins de faire un gros travail sur toi et de te déconstruire pour te reconstruire après avec des choses qui ont plus de sens pour toi, tu vas être juste sur cette lignée de ma valeur, mon apparence. Ces deux choses sont extrêmement liées chez la femme. Ce qui se passe, c'est qu'en étant conditionnée de cette manière, ça a été prouvé du coup parce que ça a commencé à être étudié, ça gère des troubles mentaux chez la femme. Parce que bien évidemment, en tant qu'être humain, on est beaucoup plus complexe que juste son apparence. Et en plus, ce qui nous rend réellement heureux, confiants, etc., c'est des choses en fait bien plus profonde généralement que ton apparence. Et dans ces troubles mentaux, il y a les troubles alimentaires dont les femmes souffrent plus que les hommes. J'ai lu un article qui a été écrit en 2021 où le pourcentage qui était mentionné, c'était que dans toutes les personnes qui ont un trouble alimentaire, 95% sont des femmes. C'est énorme. Il y a aussi la dépression et l'anxiété corporelle, l'anxiété liée à ton corps, qui est extrêmement présent chez les femmes. Ça diminue en fait l'état de flow. Le flow, c'est quelque chose que, si vous êtes un peu dans la spiritualité, méditation, tout ça, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. C'est le fait d'être dans un état mental où on est complètement émergé et submergé par notre activité. Donc en fait, c'est le fait d'être présent.
d'être dans le moment présent. Donc typiquement, si on est en train de discuter avec quelqu'un ou en train de peindre, etc., on est limite en osmose avec ce qui est en train de se passer autour de nous. Et vraiment, c'est complètement l'activité, ce que la personne est en train de dire. Et il n'y a que ça qui compte. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été prouvé, apaise en fait l'être humain, le fait d'être présent et qui te donne du calme intérieur. Donc le calme intérieur qui est l'opposé à l'anxiété. Mais du coup, l'anxiété corporelle, ça bloque complètement cet état de flow. Et par exemple, typiquement, moi je sais par exemple, je l'ai déjà vécu ça. C'est, imaginons qu'on est dans un parc en train de discuter avec des amis. C'est le fait de, au lieu d'être attentif, je sais pas, aux choses sur lesquelles on est en train de discuter, au soleil sur ma peau, vraiment le moment présent, et on va être complètement focus sur notre apparence. Donc si je m'assois comme ça, on voit un peu trop mon bourrelet. Si je mets mes jambes comme ça, ils vont remarquer que je me suis pas épilé les jambes. Et c'est un peu le truc de être tellement habitué à être observé en tant que femme que du coup on s'observe nous-mêmes. C'est vraiment, là c'est clairement le male gaze. C'est clairement ce que je viens d'expliquer juste avant. C'est d'avoir ce regard masculin constamment, qu'il soit réel ou du coup dans notre tête. On a constamment le regard masculin de est-ce que je suis suffisamment attirante à ce moment-là, au lieu de juste être présent dans ton bail en train de parler aux gens. Voilà. Ça limite aussi l'interoception. Je pense que ça se dit comme ça. L'interoception, c'est en fait la conscience des sensations corporelles interne. Donc ça peut être la faim, l'excitation sexuelle, les contractions de notre estomac. Et on n'a plus ça. Quand on se focus trop sur l'extérieur de notre corps, on oublie complètement de sentir comment c'est à l'intérieur de notre corps. D'ailleurs, le male gaze, etc., ça crée aussi des troubles sexuels. Dans une connexion totale à soi-même et à qui on est, il y a forcément le fait de sentir ce que ton corps ressent, que ce soit la faim, la soif, l'inconfort. C'est vrai que quand j'ai lu contraction à l'estomac, moi j'ai directement pensé quand on stresse, ou alors même notre intuition en fait parfois, elle peut passer par notre ventre. On peut sentir réellement que quelque chose n'est pas sain, n'est pas bon, directement en se connectant à notre corps. Genre c'est vraiment quelque chose qui existe, qui peut se passer. Et dans ce système où la femme est valorisée uniquement pour son corps, ça la coupe complètement de ça. Et c'est donc pas hyper sain comme vous pouvez l'imaginer. Cette course, en fait, pour atteindre cet idéal féminin qu'on voit partout, c'est placardé partout autour de nous, que ce soit dans la publicité, les magazines ou juste en fait les commentaires qu'on a entendus tout au long de notre vie en tant que femme. C'est hyper compliqué. Parce que ça commence à l'adolescence quand notre corps change. Et le truc hyper fucked up avec tout ça, avec l'idéal féminin, c'est que si on observe bien, l'idéal féminin, c'est l'opposé de ce que notre corps fait naturellement quand il grandit, quand on devient femme. Donc il y a bien sûr le culte de la minceur. Je pense que toutes les femmes, à un moment de leur vie, ont été victimes de ça. Donc typiquement, l'idéal féminin, c'est quoi ? C'est une femme mince, qui n'a pas de cellulite, qui n'a pas de vergeture et qui n'a pas de poils. Or, quand on rentre dans l'adolescence, généralement, on prend quelques kilos. C'est à ce moment-là que notre corps commence à avoir des vergetures et de la cellulite. Et c'est à ce moment-là aussi que nos poils grandissent, que nos poils commencent à pousser. Et donc là, souvent, dans nos têtes d'adolescentes, c'est un peu la crise parce que tout ce dont toi, tu as envie de ressembler, c'est l'opposé de ce que ton corps est en train de faire naturellement. Donc là, tu vas souvent commencer à te détester et à essayer de modifier tout ça. Donc souvent, c'est l'apparition des troubles alimentaires. Il y a aussi, moi je me souviens quand j'étais adolescente, une lutte au poil, c'était incroyable. Il ne pouvait pas avoir un poil de visible. C'était le drame, c'était la crise. Tu commences à te détester et à être hyper focus sur ton apparence, comme si c'était la seule chose qui comptait chez toi. Ce qui est hyper triste avec ça aussi, c'est que souvent, c'est pas seulement les images qu'on reçoit de l'extérieur, c'est aussi les commentaires qu'on nous fait. Bien souvent, malgré le fait que ce soit clairement un système de pensée patriarcal, de vouloir maintenir la femme petite et belle. Quand je dis petite, je veux pas dire en taille, je veux dire bien à sa place, qui ne parle pas trop fort et qui est juste jolie, mais pas trop scandaleuse. Ce qui est hyper triste avec ça, c'est que souvent, les premiers commentaires qu'on a, c'est des femmes qui nous l'ont dit et qui nous l'ont fait remarquer. Moi, je sais que dans mon cas, c'était ça.
C'est-à-dire que moi, j'avais déjà remarqué que j'avais pris du poids et ensuite ça a été renforcé par certaines femmes dans ma famille. C'était hyper commenté et ça vient montrer à quel point on est conditionné là-dedans. Quand on grandit, on a ses idées et à moins de le déconstruire, on le passe à nos enfants qui vont le passer à leurs enfants jusqu'à ce que quelqu'un capte et que c'est pas hyper sain de se voir de cette manière et que surtout c'est pas forcément une réalité, c'est juste un système de pensée qu'on nous a imposé et qu'on peut très bien le réécrire et changer tout ça. Et ce qu'il y a aussi d'hyper triste avec ça, c'est que non seulement ça montre le conditionnement des femmes autour de nous qui nous font ces commentaires, mais surtout ce qui est scandaleux, c'est que souvent ce type de commentaire est fait avec un sous-ton de soit pour nous protéger nous, soit pour protéger les hommes de nous. C'est un paradoxe énorme parce que par exemple, il y a un truc très ne t'habille pas de cette manière parce que l'homme trouve ça trop attirant et trop séducteur, mais à contrepartie ne te laisse pas pousser les poils parce que ce n'est pas attirant, les hommes ne trouvent pas ça attirant. En fait, il y a un paradoxe énorme d'être en même temps objectifié, d'être cet objet de tentation et de désir, mais pas trop. C'est assez complexe. Mon conseil, c'est juste soyez vous-même, que ce soit dans votre manière de vous habiller ou ce que vous décidez de faire avec votre corps. Ne vous préoccupez pas trop du message que vous allez recevoir d'un point de vue extérieur, parce que de toute façon on ne peut pas gagner quand on est femme. Mais ouais, du coup pour en revenir, ouais, c'est un peu ne t'habille pas comme ça parce que sinon peut t'arriver quelque chose où tu vas être trop regardée, ne parle pas comme ça, c'est pas élégant, une femme ne devrait pas parler comme ça. En tant que femme, tu dois rester à ta place et être constamment dans ce petit jeu de être attirante et sexualisée parce que je suis un objet qui est regardé, mais en même temps pas trop parce que sinon ça va rendre fou tout le monde et personne peut se contrôler, donc et voilà. Mais c'est triste, mais par exemple même moi j'ai entendu ce genre de discours de la part de femmes plus âgées que moi. Je dis écoute, c'est comme ça, c'est la vie, il faut s'adapter. Les hommes, ils sont comme ça, les pauvres, tu comprends, pas du tout quoi. Ensuite, le problème avec cette pensée que les hommes sont juste comme ça et que c'est à nous de nous adapter, c'est que déjà, on empêche le questionnement chez les hommes et la remise en question. C'est-à-dire que si la femme ressent, je veux dire, un certain blocage, mais ressent qu'elle est un peu prise en otage dans cette image de femme pas libérée, c'est que si on n'en parle pas et si on ne questionne pas et si on ne fait pas un peu trembler les structures mises en place, ça changera jamais parce que l'homme ne se remettra jamais en question et voilà, et en fait ne changera jamais d'opinion et sera juste conditionné dans son truc patriarcal de l'homme de toute façon est au-dessus et la femme doit s'adapter à l'homme et puis c'est tout. Mais après c'est extrêmement dur parce que en tant que femme, ce qu'on nous dit et beaucoup de fois aussi ce discours des femmes vient des autres femmes vient pour nous protéger et en fait c'est pour nous protéger clairement de vrais dangers, qui est l'harcèlement sexuel, l'harcèlement de rue, etc. Dans leur tête, c'est genre une manière de limiter le fait d'être regardé et du coup de limiter potentiellement ces situations. Sauf que de une, ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout. Je sais que par exemple, j'ai déjà eu du harcèlement de rue clairement alors que j'étais absolument pas apprêtée. Je veux dire dans le stéréotype de ce qu'on trouve attirant. Bon, ce qui est hyper grave, c'est que toutes les femmes ont connu ça. Et il y a un moment, il faut commencer à se questionner sur le fait que la femme ne se sent pas sûre dans la rue, ne se sent pas en sûreté. Et c'est extrêmement grave. Elle ne se sent pas en sûreté uniquement parce qu'elle est femme. Pour moi, ça prouve que le problème, on a essayé de nous faire croire que le problème c'était nous, alors non, ça n'a rien à voir avec nous, c'est un problème de société, c'est un problème des messages qu'on se passe de génération en génération, de ces normes qu'on garde alors qu'elles sont hyper destructrices envers la femme. C'est hyper grave ce qui se passe par rapport à l'harcèlement de rue et l'harcèlement sexuel. En fait, je pense que je parle pour toutes les femmes que parfois on est dans des situations où par exemple on marche dans la rue, c'est là qu'on se rend compte que l'expérience en tant que femme et en tant qu'homme est complètement différente. Bien sûr, je parle homme cisgenre. Je sais pas s'il faut que je précise tout ça, parce que le cas de la communauté LGBT, c'est un cas aussi différent, où pareil, on n'est pas safe, que tu sois homme. Mais bon, ça, c'est un sujet pour un autre épisode. Mais par exemple, je doute que mon frère, qui est donc cisgenre, voilà...
quand il se balade dans la rue le soir, il est peur. Alors que moi, j'ai peur. Alors que parfois, alors, si je suis habillée d'une manière, on va dire, apprêtée, je le sens au fond de moi que j'ai encore plus peur. Parce que je me dis, là, c'est sûr, il peut m'arriver quelque chose. Ce qui est hyper grave. Mais je me sens vraiment pas en sécurité quand je suis seule dans la rue le soir. Et clairement, la peur, elle est très réelle. C'est la peur d'être violée. Et ça arrive fréquemment, malheureusement. Et il y a aussi le harcèlement de rue. Donc comme je disais, on l'a tous vécu. En plus, ça me choque parce que quand j'y pense, j'étais harcelée dans la rue. Donc j'ai déjà eu des commentaires alors que j'étais hyper jeune, genre que j'avais 14-15 ans. C'est hyper choquant. Et en plus, à l'époque... Oh non, mais ça, encore plus choquant. Ce que je veux dire, c'est que je me rends compte que limite, ces commentaires, ils étaient plus fréquents à cette époque que maintenant. Je pense que ça vient d'un truc très de vulnérabilité où en fait l'homme fait des commentaires aux femmes très jeunes parce que comme ça on n'a pas de répondant, on n'a pas de juste on trace notre route. Alors que maintenant il y a déjà un peu plus de femmes qui vont clairement te répondre. Bon, c'est pas malheureusement encore une fois toujours hyper safe de répondre. C'est-à-dire que ce soit mademoiselle t'es hyper charmante, nanana, et que tu dis merci, et que tu continues ta route, parce que toi, tu vas au taf, tu vas retrouver tes amis, tu fais ta life. C'est genre, à aucun moment, tu n'as demandé à être dragué à ce moment-là. Je veux dire, tu n'es pas... T'es en mouvement, quoi. T'es pas... tu vas quelque part. Il y a ce truc de quand tu réponds juste merci, la personne peut se mettre à te suivre, ou à penser que ça, c'est une invitation à te poser d'autres questions, alors que toi, clairement, tu as dit merci, alors que tu continues à marcher, et voilà quoi. Donc c'est hyper compliqué et là tu peux être suivi, ça m'est déjà arrivé aussi, ou alors tu peux être juste traité de salope. Ça c'est la manière la plus écoute, tu te fais insulter gratuitement, hein, et ça pareil, c'est une expérience qu'énormément de femmes peuvent raconter. Donc ça c'est extrêmement problématique, comment cette objectification des femmes a amené en fait à cette situation où on se sent plus en sûreté dans la rue, où on est embêté, insulté, suivi, violé, parce qu'on est hyper sexualisé et que on passe un peu ce message de la femme doit nous répondre, doit être sympathique, doit être souriante en toutes circonstances. Donc là on en revient un peu au truc de modestie, hein, de la femme qui doit être élégante et sourire en toutes circonstances, et qui est-elle pour dire qu'elle n'apprécie pas ce qu'on est en train de lui dire, ou qu'elle n'apprécie pas d'être juste en train de marcher dans la rue et qu'on vienne constamment l'embêter. Parce que ce qu'il faut savoir, il y a aussi ce mouvement un peu not all men et tout, c'est-à-dire qu'il y a des hommes qui sont extrêmement touchés, mais pas de la bonne manière, hein. Ils sont extrêmement touchés quand on dit que ça c'est l'expérience de la plupart des femmes, et qui disent non, moi j'ai jamais fait ça, j'ai jamais vu aucun de mes amis faire ça, donc c'est important de rappeler que not all men et tout. Not all men, ça veut dire pas tous les hommes. C'est... Ah ouais, non, moi quand j'entends ça, ça me glace le sang. Parce que, en fait, ça me rend triste, parce que je me dis, où est la remise en question? C'est pas parce que toi tu ne le fais pas que nous les femmes sommes des folles hystériques qui inventons des histoires. Et je trouve que en tant qu'homme, tu ne le fais pas, tant mieux, mais tu fais déjà, mais c'est parfait. Mais continue à ne pas faire. Mais ça veut pas dire que ces situations n'existent pas. Et je pense qu'une attitude plus positive serait de se dire, écoutez, les femmes sont clairement agacées. C'est-à-dire que même, alors on va dire, mais parfois, mais on ne peut plus draguer les femmes. Ah oui, ça aussi, ça revient énormément. Mais on ne peut plus draguer les femmes, on ne peut plus rien leur dire. Mais ayez un peu d'empathie. Je veux dire, cet agacement général des femmes ne vient pas pour rien, ne vient pas parce qu'on est folle. C'est qu'à la base, il y a un problème que nous, on essaie de solutionner comme on peut. Et en tant qu'homme, vous pouvez capter le rôle que vous avez à jouer dans la transformation de ce système de pensée, et juste écouter ce qu'on a à dire, quelle est notre expérience, essayer de nous aider à nous protéger. Par exemple, je sais qu'il y a une chose qui serait hyper saine et qui nous aiderait énormément, nous les femmes, parce qu'on a souvent ce truc, les féministes, voilà, c'est un combat de femmes, etc. Mais il faut pas oublier que actuellement on est dans un système patriarcal, et que du coup, objectivement, même si ça plaît pas d'avouer, les personnes qui ont le plus souvent, qui sont haut placées, etc., c'est bien souvent des hommes. Et c'est pour ça qu'on a besoin que les hommes soient sensibles à la cause des femmes et comprennent ce que nous on veut dire pour que les choses changent. On n'arrivera pas à les changer
seul. Et il y a un truc qui serait hyper positif, c'est si par exemple les hommes qui écoutent les femmes, qui ont cette empathie, quand ils sont dans un milieu où ils sont entourés d'hommes, quand ils entendent des commentaires qui sont clairement anti-féministes, qui sont anti-femmes limite, des choses qui nous réduisent encore une fois à notre corps, ou qui perpétuent des stéréotypes qui sont faux et négatifs. Le fait d'être un homme et de dire à un autre homme non, en fait je ne suis pas d'accord avec toi, je pense que c'est plus complexe que ça. Si vous êtes quelqu'un qui ne laisse pas juste les autres parler de choses que vous savez qui ne sont pas justifiées, vraies, ou juste qui sont négatives pour l'avancement des choses. Parlez, discutez de ça avec vos amis, avec vos proches. C'est même pas être féministe, genre aller à toutes les manifs et tout, c'est juste d'identifier autour de vous quand un commentaire est fait et que vous sentez au fond de vous que ce n'est pas la vérité et que ça perpétue des stéréotypes négatif, de juste parler, de juste dire moi je ne suis pas d'accord, je pense que tac tac tac. Déjà ça c'est aider la cause et aider les femmes, un truc de fou, parce que c'est placer le discours féministe et bienveillant en fait envers les femmes dans des cercles où nous ne sommes pas, c'est-à-dire quand il y a uniquement des présences masculines, et voilà. Bref, ça c'était j'avais pas du tout prévu de parler de ça, mais c'était le petit moment dédié aux hommes, savoir comment ils peuvent nous aider. C'est pas du tout en disant not all men, parce que moi je l'ai jamais fait, c'est de comprendre que cet agacement général, il est forcément justifié, parce que sinon toutes les femmes n'en parleraient pas. Ok, donc maintenant que j'ai parlé de ça, je vais revenir sur mon petit planning de ce que j'avais prévu de parler sur le podcast. Et donc, une des choses qui est extrêmement injuste dans ce système-là, du coup, imaginons, ce système, il est comme ça, il hyper-sexualise le corps de la femme, on le voit partout, il vend, il est commenté, il est jugé, etc. Mais imaginons le cas de figure où une femme est complètement confortable avec son corps, avec sa sexualité, avec le fait de séduire, d'aimer séduire. Là, on se dit, mais c'est incroyable, parce que cette femme, en fait, elle aime être regardée, mais elle est confortable avec ça, donc trop bien. Et en fait, pas du tout, parce que là rentre, encore une fois, je vais dire un mot anglais, c'est le slut shaming. Slut, ça se traduit littéralement par salope. Et shaming, c'est honte, et c'est un peu honte à la salope, quoi. Donc, c'est-à-dire que on nous limite à ça, limite toute notre vie, on nous limite à notre corps. Et quand une femme, en fait, se sent confortable justement avec son corps et sa sexualité, etc., eh bien, elle est commentée, mais du genre, elle se reçoit des commentaires, ça aussi, ce n'est pas assez bien. Si leur ou une autre forme de rébellion en tant que femme, c'est de s'approprier complètement cette hypersexualisation et en fait de se sentir confortable avec ça, et ben c'est pas bon non plus. T'es tout le temps dans une case, soit t'es complètement victime de cette recherche à l'idéal féminin que tu n'arrives jamais à atteindre, soit tu es la féministe enragée qui laisse pousser ses poils et qui met des vêtements amples et qui déteste les hommes, et soit en fait tu es la salope, celle qui est complètement confortable dans son corps et dans sa sexualité, mais ce n'est jamais bon. Une femme est toujours victime, quelle que soit l'option qu'elle choisisse. Voilà, donc pour terminer ce podcast, j'aimerais beaucoup donner mon point de vue. Parce que comme j'ai dit au début de ce podcast, j'ai fait pas mal de travail sur moi pour arriver en fait à déconstruire complètement cette notion à l'intérieur de moi. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de base, donc pour revenir un peu à la base du truc, c'est que c'est hyper normalisé qu'on soit limité à notre apparence en tant que femme, que c'est un peu quelque chose qui est ancré en nous, et qu'à moins de faire un vrai travail sur nous, une déconstruction, on s'en libérera peut-être jamais, et juste on passera ces normes à nos enfants, qui les passeront à leurs enfants. C'est une chose qui va forcément impliquer à l'intérieur de soi une certaine lutte pour pouvoir grandir dans une nouvelle version de soi qui ne pense plus de cette manière et qui ne se limite plus à ça. Je trouve ça extrêmement triste. Je vois en fait que pendant toutes mes années d'adolescence, pratiquement, moi, mes amis, en fait, c'est même pas quelque chose que je parle juste pour moi. Je sais très bien dans mon groupe d'amis comment on se voyait, on se jugeait, etc. en ayant toujours en compte le male gaze qui était hyper présent. C'est juste, c'est triste parce que en tant qu'être humain, et je vais renforcer ça,
on est beaucoup plus complexe que juste son enveloppe corporelle. Et je trouve que, encore une fois, je vais redire ça, mais ton temps, ton argent, ton énergie, elle peut être investie dans quelque chose qui te rend plus heureux que juste d'être belle. C'est découvrir tes passions, découvrir quelles sont tes valeurs et lutter pour un monde meilleur, en gros, pour que... Enfin, je sais pas, il y a tellement de choses en tant que femme que tu peux faire qui est extraordinaire, qui n'a rien à voir avec ton apparence. C'est vrai qu'aujourd'hui, la manière dont je me vois après tout ce travail que j'ai fait sur moi, limite, en fait, mon apparence, c'est la partie la moins intéressante de moi. C'est aussi la moins importante. C'est-à-dire que, bon, c'est une option, c'est fun, c'est cool. En l'occurrence, on peut toucher aussi à la partie de... Je tiens à le dire d'ailleurs, la mode, le maquillage, etc. Ce n'est pas quelque chose de futile. Ta personnalité peut s'exprimer au travers de ton apparence. Mais ce que je voulais parler vraiment dans ce podcast, c'est l'idéal féminin qu'on te vend et qui fait que tu ne te questionnes même pas sur ce que toi tu trouves attirant, toi tu as envie d'être, toi tu as envie de montrer. Parce que c'est pas le problème. Si ça se trouve, quand tu te connectes à toi-même, ce que toi tu es ou as envie d'être et la version la plus authentique de toi, c'est quelque chose qui est célébré par la société et qui rentre exactement dans les cases de l'idéal féminin. Mais c'est pas ça le problème. Le truc, c'est que si tu t'assures que tu le fais pour les bonnes raisons et que tu le fais plus par un cheminement d'amour de soi et d'être soi-même plus que juste de vouloir plaire ou de se limiter, de limiter toute sa valeur à ça. En fait, c'est plus ça que je veux expliquer. Ce que je trouve hyper triste aussi dans cette manière de penser, c'est clairement en exploitant cet idéal féminin, ce qu'on fait, c'est qu'on nous crée des insécurités et ensuite on nous vend la solution à ces insécurités. Donc là, on parle d'un truc un peu plus genre dans le capitalisme et tout, mais c'est clairement, on va partir sur l'exemple des poils parce que c'est c'est celui qui me vient. On nous dit les poils qui nous poussent naturellement sur notre corps ne sont pas beaux, donc il faut absolument les enlever. Donc on nous crée cette insécurité de genre les poils c'est pas possible sur une femme. Et ensuite, fort heureusement, on nous vend les rasoirs, on nous vend les séances à laser, on nous crée l'insécurité, du coup on crée clairement la demande et ensuite on nous vend les produits. Donc clairement on fait de l'argent sur les insécurités qui ont été créées de base par eux. Après c'est le schéma marketing de base, mais c'est vrai que quand on pense à ça, c'est assez scandaleux. Surtout que en fait ce qu'on nous vend, c'est soyez un peu plus comme ça et moins comme ci, et vous aurez enfin confiance en vous, vous serez enfin des femmes confiantes, belles, etc. Ce qu'il y a, c'est que la confiance en soi, c'est quelque chose de bien plus profond que juste son apparence par exemple, on va nous vendre qu'il faut avoir des lèvres. Maintenant, c'est comme ça, c'est partout. Il faut avoir des lèvres d'une certaine manière et une taille d'une certaine manière et un style, etc. pour avoir confiance en soi. Sauf que à aucun moment on nous donne la vraie clé pour avoir confiance en soi, qui est de se connaître et d'être le plus authentique possible. Pour moi, genre ça c'est top de la confiance en soi et l'assumer en fait. Ça c'est la vraie confiance en soi. Tu cherches la confiance en soi et tu la cherches dans ce qu'on te dit qui va te donner confiance en soi et que finalement tu atteins tout ça, parce que ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà par rapport à mon corps eu des troubles alimentaires, etc. qui m'ont amené à un corps qui était similaire à celui que j'étais convaincue qui me donnerait enfin confiance en moi et enfin de la paix intérieure, et je l'ai eu et il s'est rien passé. Limite, j'étais encore plus détruite parce que j'étais à des kilomètres de qui j'étais vraiment. J'essayais de me conformer un maximum et finalement j'étais pas du tout heureuse, et parce que c'est pas ça. Bref, tout ça pour dire les solutions. Les solutions. Je pense que ça peut être différent pour tout le monde. Mais moi, du coup, là, j'ai 25 ans. Pendant 8 ans, j'ai eu un trouble alimentaire. Il y a peut-être 3 ans. 3 ans, je pense. 3-4 ans que j'ai vraiment commencé à me libérer de tout ça. Et pas de secret. Hein. Je pense que je vais en parler dans énormément d'épisodes de toute façon. Une chose qui m'a aidée énormément, c'est la thérapie. J'en ai fait pendant 2 ans. 2 ans vraiment suivi, et après j'en ai refait à d'autres phases, mais pendant quelques mois, bref. Mais la thérapie de base, c'est quelque chose qui aide énormément. D'ailleurs, si vous écoutez cet épisode et vous êtes en réelle souffrance par rapport à ça, vous avez des troubles mentaux associés à ça, ou d'autres d'ailleurs, n'hésitez pas à aller faire de la thérapie. Ça fait peur quand on n'y est pas habitué, mais pour moi, en l'occurrence, après je n'avais pas juste ce problème du trouble alimentaire, j'en avais d'autres, hein, mais ça m'a sauvé la vie, clairement. Donc d'abord la thérapie,
Et ensuite, on passe un peu plus au truc que vous pouvez faire dès maintenant. Pour moi, une chose qui m'a aidé énormément, mais qui m'aide dans tous les secteurs de ma vie, ça s'appelle les affirmations. En gros, le but, c'est que on réécrive, on transforme les conditionnements et les normes qu'on avait dans nos têtes. C'est, par exemple, imaginons, on grandit, on a été éduqué d'une certaine manière, où il y a aussi les normes de la société. On identifie une chose qu'on a envie de changer dans le conditionnement qu'on a reçu, etc. Et là, les affirmations, c'est, pour moi, encore une fois, genre révolutionnaire. Parce que ce que tu fais, c'est que tu réécris, en fait, les choses dans ta tête. Donc, imaginons que on t'a vendu la beauté, c'est la minceur. Et toi, une de tes affirmations, donc ça, c'est la pensée de base qui est nocive, qui te rend malheureuse, qui est blablabla, insère tout ce que ça te cause en fait. Et tu vas avoir une nouvelle affirmation qui va être « la beauté, c'est l'intelligence », par exemple. C'est un exemple. Et donc là, tu vas commencer à te répéter « la beauté, c'est l'intelligence, la beauté, c'est l'intelligence ». Et c'est un travail de tous les jours. Moi, je l'ai fait, je crois, pendant 1 an. J'ai fait des affirmations sur justement la beauté. Mais justement, pas du tout la beauté dans le sens dont on me l'avait apprise, mais du coup, qu'est-ce que c'était la beauté réellement ? Et donc, c'était des affirmations qui étaient liées à, clairement, la beauté, c'est l'intelligence, ou plein de choses comme ça. Je l'ai trouvé sur YouTube. Il y a plein de vidéos sur YouTube. Si tu cliques affirmation pour confiance en soi, ou affirmation contre la limitation, je sais pas moi, à l'abondance, ou bref, en fait, tu peux mettre ce que tu veux. Et je me suis dit, en fait, je vais changer mon point de vue, je vais changer ma mentalité par rapport à ça. Comme ça, je me sentirais enfin en paix avec moi-même, etc. Et donc, dans ce processus-là, il est extrêmement douloureux parce que tu touches à des choses qui sont ancrées en toi. C'est dur aussi parce que parfois, en changeant, tu touches à des choses qui sont ancrées aussi dans les personnes qui t'entourent et qui, elles, ne comprennent pas trop ou ne sont pas prêtes à faire le même travail que toi. Bref, ça peut être extrêmement complexe, mais de changer en général de toute façon. Tout ça pour dire qu'une chose qui m'a aidée, c'est... il y a un mouvement sur les réseaux et tout, ça s'appelle Body Positivity, je crois. En gros, c'est le fait d'être hyper positif avec son corps. Donc, c'est-à-dire que malgré les kilos qu'on t'a dit que t'avais en trop, toujours lié à ton apparence, tu vois, mais en fait, c'est un peu genre, je suis magnifique, mon corps est magnifique, ma cellulite est magnifique. C'est un peu genre, te mettre sur un piédestal, mais pas de la mauvaise manière, juste pour réécrire toutes ces normes enfouies en toi qui sont hyper négatives. Et en fait, il y a autre chose, parce que ça, c'est pas forcément authentique, c'est-à-dire que si tu ne le penses pas, si tu ne le sens pas, après, ça peut marcher comme les affirmations, genre, moi, je pense que vraiment, tu commences à y croire. Mais au début, c'est vrai que cette transition, ça peut être difficile. Passer du « je déteste mon corps, il faut que je sois mince, etc. » à « mon corps est magnifique, même si je suis en train de prendre du poids, tout va bien parce que je suis magnifique. » C'est vrai que cette transition du tout au rien, elle peut être hyper complexe. Et il y a un truc au milieu qui s'appelle, vrai, c'est un mot en anglais, mais en gros, ça veut dire associer ton corps plus à un truc neutre, à la neutralité. C'est-à-dire que tu vas voir ta cellulite et tu vas pas dire « ma cellulite est magnifique », tu vas dire ma cellulite est là. Il y a ni un truc négatif, ni un truc positif associé à ça. C'est juste, j'ai de la cellulite. Genre, ma cellulite est là. Et tu vas t'habituer à te regarder dans le miroir et à la voir. Et tu vas t'habituer à créer ce schéma de pensée où tu n'associes aucun adjectif à ta cellulite. Bon, j'ai pris cellulite, mais il y a d'autres exemples. Bien sûr, ça peut marcher sur tout ton corps. En gros, c'est ça, c'est d'être le plus neutre possible et de t'habituer à être le plus neutre possible envers ton corps pour commencer à le voir d'une manière neutre. Quand j'ai commencé donc cette transition de je me déteste, mon apparence est trop importante à en fait ce que je voulais, j'ai passé par une phase de neutralité par rapport à mon corps. Et pendant cette phase, j'ai commencé à faire du yoga en sous-vêtements. Bon, alors, je vais vous expliquer le but de cette pratique. Ce qui se passe, c'est que quand tu fais du yoga, tu te vois de plein de manières dont t'es pas habitué à te voir, parce que tu fais tête en bas, en fait tu gesticules dans tous les sens, quoi. Tu te tournes, ça t'oblige à regarder, par exemple, oh là là, je savais pas que j'avais des vergetures à cet endroit, ça t'oblige à regarder tes cuisses, enfin, bref, je sais pas l'expliquer autrement que ça te met face à ton corps comme tu ne l'as jamais vu, en fait. En gros, c'est ça. C'est un excellent exercice. C'était extrêmement douloureux, je me souviens, au début. Il m'est arrivé, genre, carrément d'arrêter et de commencer à pleurer parce que
Au début, d'ailleurs, je veux pas vous vendre un truc comme si c'était hyper facile, mais ce qu'il faut, c'est persévérer. Donc ouais, ça m'est arrivé. Enfin, c'est un exercice qui est extrêmement difficile au début. Et voilà, et en fait, j'ai continué. Non, mais c'est pas mes vieilles cuisses flasques. Je vois ma cellulite quand je suis assise comme ça. Je vois j'étais hyper neutre. Genre, je pensais un truc. Je le voyais, je voyais la pensée que j'aurais eue avant, par exemple, parce que c'est inévitable, la pensée c'est hyper rapide, je me serais dit, j'y crois pas que j'ai autant de cellulite, genre. Et après, directement, t'as ta nouvelle pensée que tu veux imposer, donc... Non, on pense plus ce genre de choses. C'est vraiment comme si t'étais une enfant et t'étais en train de te rééduquer, genre complètement. Et au fur et à mesure des mois, des années, etc., tu te rends compte que ça devient ta réalité, c'est ta nouvelle mentalité en fait. C'est bravo, tu viens de créer une nouvelle version de toi. c'est littéralement ça. Et à l'époque aussi, j'avais arrêté de suivre sur Insta, et d'ailleurs je suis toujours plus les comptes que je trouvais qui me faisaient du mal. Après ça c'est autre chose, parce que avec le temps tu peux vraiment arriver à te déconstruire suffisamment pour ne plus te comparer et ne plus etc. Mais moi je sais qu'il y avait des comptes de femmes que je suivais exclusivement parce que je les trouvais belles et parce que je les trouvais minces. Et pendant cette phase de transformation, d'acceptation de mon corps, j'ai complètement arrêté de suivre ces personnes. Et j'ai commencé à suivre par contre des comptes hyper ouverts, féministes, de femmes qui avaient des corps complètement différents, donc des femmes très minces, des femmes un peu moins... Enfin vraiment, j'ai commencé à suivre tout. Des femmes qui n'avaient pas de poils, des femmes qui avaient des poils. Parce que le but, encore une fois, je me suis dit, je vais me rééduquer, je vais changer ma mentalité, je vais changer ma manière de voir les choses. Et du coup, je me confrontais constamment à mes propres limitations et je me suis assurée de m'inventer un nouveau monde intérieur et extérieur du coup. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça fait tellement partie de notre vie que ça passait aussi par là pour moi, de voir des femmes qui s'affirmaient, même des femmes qui avaient plein d'idées, plein de valeurs et qui les revendiquent. Pour moi, ça m'a extrêmement aidée parce qu'en fait, j'ai changé mes modèles, j'ai changé ce que je voyais autour de moi et j'ai commencé à m'alimenter de choses que je trouvais plus positives pour moi et qui allaient m'aider. Je me souviens d'ailleurs qu'à l'époque, j'avais bloqué les Kardashians. Ça, c'est un délire aussi. Mais je me souviens qu'à l'époque, je me suis dit que pour moi, ce qu'elle montrait, c'était pas si positif, ou du moins pas ce que moi je voulais. Comme ça, ça n'apparaissait même pas dans mon... Même si je ne les suivais pas, ça n'apparaissait même pas dans mon feed, là. Mais qu'en gros, je pouvais avoir aucun accès à aucune publication qu'elles allaient sortir. Et je pense que je faisais ça, parce que là, j'ai pensé aux Kardashians, mais je crois qu'en fait, les comptes que je viens de vous dire, que je suivais exclusivement parce qu'elles étaient belles et parce qu'elles étaient minces, et que du coup, je me comparais et ça me mettait dans le mal, je crois que j'ai même pas juste arrêté de les suivre, je les ai bloqués. Parce qu'en fait, il y a un truc dans l'algorithme de Insta que même quand tu arrêtes de suivre quelqu'un, quand c'est quelqu'un de connu, parfois cette personne elle va te ressortir dans tes... C'est plus les pour toi, parce que ça c'est TikTok, mais bref, je me souviens plus. Mais bref, ça réapparaît sur ta page. Et ensuite, pour finir, c'est s'entourer de personnes qui sont bien attentionnées et qui ne perpétuent pas cette vision de toi à toi-même en fait, qui ne veulent pas juste te laisser dans cette truc où non, ne change pas trop parce que ça me rappelle que moi aussi je pense ça, ou que moi aussi je sens ça et c'est trop compliqué. Bref, tout ça pour dire qu'il faut s'entourer de personnes de toute façon qui t'encouragent au changement positif et pas le contraire. Par exemple, pour moi, sortir avec une personne qui est hyper bien attentionnée, ça m'a aidé de fou. Je pense que si la personne qui te fait sentir que tu n'es pas assez bien, que ton apparence n'est pas assez bien, que toute ta valeur est limitée à ça, c'est la personne avec qui tu es en couple, il y a un problème. Il faut vraiment s'assurer, de toute façon, dans tous les changements de ta vie, que ton changement est accompagné par des personnes qui te soutiennent et pas par des personnes qui te mettent encore plus vers le bas. Voilà. Je pense que j'ai parlé à peu près de tout ce que je voulais. C'est la première fois que je faisais un épisode toute seule. C'est pas l'exercice le plus simple pour moi. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a fait réfléchir et on se retrouve pour un prochain épisode. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. L'Insta de The Softy Club, c'est @The Softy Club. Et on se retrouve pour un prochain épisode. À plus. Je vous fais des bisous. Allez, je vous fais des bisous. Bisous.